Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle ce dimanche soir, la 21e journée de Top 14. C'est clôturé avec le festival de l'UBB face à Clermont 41-7, large victoire des Girondins à Chabannes-Delmas. Avec moi pendant environ une heure, comme d'habitude, pour débriefer ce week-end rugby, Théophile Harley, Loïc Bessière. Bonsoir messieurs. Salut Vincent. Bonsoir. Ashraf en régie, comme d'habitude avec tout qui fonctionne. Cette fois aussi, pas de problème de son normalement. Ashraf, il est bien prêt. C'est Basile qui fout le bordel à chaque fois. Toujours Basile le même. fout le bordel. Mais bon, Basile, écoute, soit on l'aime, soit on le déteste. Il espère soit indifférent au final. Ah non. Bon, voilà, comme je disais, 21e journée top 14. Vous le voyez sur votre écran, irrésistible USAP. Ça, c'est pour la une du Midi Olympique. Hommage, récompense, juste récompense pour les Perpignanais qui ne finissent plus d'impressionner, ou on va dire ils nous impressionnent plus, ils assurent à la maison, 5 points, de 5 points à 5 points, ça a évité le rugby. Voilà, large victoire des Catalans, 51-20 contre Lyon, Lyon qui inquiète toujours autant, comme Clermont d'ailleurs, après ce match contre Bordeaux. Et du coup, messieurs, directement, on va... bonsoir à tous déjà, voilà, dans le chat on nous dit il y a un cœur jaune, un cœur bleu avec un cœur brisé. Aïe, sale soirée. Oui, Jono a pas aplati à la fin, bon, c'est pas grave. Sale soirée. Oui, Damien Penaud ne joue plus chez vous. Bon, c'est pas grave non plus, facile quand même. Non mais messieurs, on va se lancer pleinement dans cette rencontre. Bordeaux, tout d'abord, fallait réagir après l'élimination cruelle et affreuse contre les Harlequins. Et l'UBB n'a fait qu'une bouchée de Clermontois, toujours aussi inquiétant en fond de grille. Je sais pas si c'était en contre-coup de cette élimination, mais on a vu que Bordeaux a mis du temps à se lancer dans cette rencontre. Hein. Au début, il y a eu quelques éclairs de tambouille comme d'habitude, mais franchement, les 30 premières minutes, on s'est un peu embêtés. Hein. Ah, c'était pauvre. Hein. C'était pauvre, et ensuite, après, il faut dire que les avants clermontois ont bien contrarié ceux de Bordeaux. Ensuite, derrière, deuxième mi-temps, il y a eu des espaces, et là, quand tu as des espaces aux trois quarts bordelais, ça fait essai. Hein. Penaud, Tamboué, fini, tu les revois derrière la ligne. Voilà, comme disait Julien Laïr au micro de Canal+, quand tu leur donnes trop de ballons à cette ligne derrière, même si Louis Belbiaré était sur le banc, Yoram Mouefala n'était pas là, mais Ben Tapoy a fait un énorme match, et Belbiaré a fait une grosse entrée. Mais voilà, les Bordeaux-Béglés se sont régalés, notamment en seconde période, où la défense clermontoise a pas su faire grand chose face à la qualité des attaquants girondins. C'est ça, mais ils ont fait des grosses erreurs, je trouve, notamment dans le troisième rideau. Sur l'essai de Tapoy, il y a des erreurs individuelles en défense. Ensuite, des coups de pied où il y a personne qui est là pour couvrir. Enfin, c'est comme il disait, il y a déjà Bordeaux est une grosse équipe, ça on l'apprend à personne. Et si en plus tu leur offres des opportunités aussi immenses, c'est sûr et certain qu'ils vont pas les manquer. Alors ils ont fait effectivement un début de match très moyen. On s'est un peu embêté pendant 30 minutes, mais ça dure pas éternellement avec Bordeaux. Enfin, je veux dire, dans ces matchs-là, quand il y a trop d'erreurs, au bout d'un moment tu finis par le payer. Et là, sans appel, quoi. Ouais, et surtout, c'était important pour l'UBB de gagner. Enfin, de surtout pas rentrer dans une spirale négative en fin de saison. Ils étaient sortis du top 6 quand même après les résultats de samedi. Là, ils retrouvent le top 6, 5e avec 5 points contre Clermont. C'était important de ne pas garder les têtes en bas et de rapidement retrouver le goût de la victoire surtout. Et une belle victoire. Surtout que ce top 14-là laisse pas de place à la spirale négative. Hein. Tu perds 3 matchs, tu te retrouves à jouer le maintien, tu gagnes 2 matchs, tu joues le top 6. Donc là, il fallait vraiment gagner. Et en plus, ils l'ont fait avec la manière, ils se sont remis dans le droit chemin. Donc là, tout roule pour eux, alors qu'on ne peut pas en dire autant pour leurs adversaires. Là. Quand même, heureusement qu'il y a cette deuxième mi-temps, parce que je pense que si tout le match, même s'ils gagnent, si tout le match est à l'image de la première mi-temps, tu sors pas vraiment extrêmement rassuré de cette rencontre, et y a cette action de Bielbiaré à la toute fin qui sauve le bonus, et là pareil, le bilan il est pas le même, donc oui. Au final la victoire elle est là, le score il est impressionnant, etc., mais ça se joue sur des micro-trucs qui font que tu peux te dire voilà, on a passé une bonne soirée, un bon dimanche soir, on va pouvoir bien travailler cette semaine, mais il y a eu des petits moments un peu qui auraient pu être charnières sur l'état d'esprit et l'impression générale de la rencontre. Ouais, dans le chat on dit merci LBB, c'est l'action du week-end. Il y a l'essai à la dernière minute du Stade Français qui, bon, il y a quand même eu, mais ce sauvetage et puis essai de Penaud de 90 mètres. Enfin, le sauvetage de Louis Belbiaré, déjà, il vaut un point au classement pour le bébé, donc c'est pas pareil. Mais c'est surtout c'est des images de ce week-end, clairement. Ah là, on le dit, hein, ce top 14, ça va très vite. Un point, là, c'est clairement un point qui sauve Bielbiaré. Donc là, vraiment un sauvetage magnifique. Mais on oublie de parler aussi que Penaud fait une interception. S'il n'intercepte pas, il y a aussi Essam Boudline, parce qu'au final, derrière, ça rejoue. Et derrière, Essam Boudline, et ça permet à Penaud d'avoir une stat assez stratosphérique. Il a fait 204 mètres avec la balle dans les mains ce soir. Oh
Tabessière, il est là, il est là, C'était il un bête, se Elle manque est là, Elle jamais. est là à l'affiche. Elle Il est est là. là. Voilà, il fallait qu'il la place. C'était, C'est ça. alors le Stade C'est un- français, c'est ouais. un salaud, c'est Il un allait me salaud la parce voler. que Il c'est allait un me la salaud voler. parce que moi j'avais pas de stats, je le dis, celle-là je te la prends. Alors, Et non, il fait aucun cadeau. alors la météo dehors, 204 mètres parcourus par Damien Penaud. Merci Louis. T'as passé un bon week-end. Il fait soleil ou il pleut, 204 mètres parcourus. C'est 2 fois 102 mètres en fait. Je sais pas si vous calculez, c'est 2 terrains de rugby. Non mais ouais, le sauvetage, Au-delà du on s'en point- souviendra. Ouais, mais On au-delà s'en du souviendra. point, encore une fois, il a un vrai impact sur la dynamique parce que je pense que encore une fois, tu sors d'une victoire contre Clermont où tu as été aussi dominateur, on va dire, sans prendre les 5 points à domicile. Pareil, je pense que dans les têtes et dans l'impression que tu laisses, c'est pas la même chose. Donc au-delà d'un point, il permet à Bordeaux d'être plus serein à l'issue de cette rencontre. Ouais. Et en face, alors avant de parler de Clermont, on va parler un peu de Tamboué. On en parlait avant l'émission parce que alors. Je suis pas supporter bordelot, voilà, je suis pas supporter girondin. Ah bon Vous non plus, on n'est pas originaire de là-bas, mais on se dit, t'es supporter de Bordeaux, t'es dans les tribunes de Chabanel-Mas ou devant ton écran encore ce soir contre Clermont, tu sais que Tamboué va pas être conservé, il va quitter l'UBB. Alors on sait pas trop, sûrement à Montpellier, mais c'est pas officiel, donc on va pas trop s'avancer. Tu sais qu'il va quitter le club, mais tu as des regrets. Tu te dis, un mec comme ça, faut pas le laisser partir. Surtout pour un club qui a pas vraiment de problème de gif encore, notamment derrière, vous avez une ligne entièrement française s'ils veulent. Non, mais je vais citer un grand journaliste qui l'a dit sur ce même plateau, c'est une hérésie de ne pas garder Tamboué. Je sais plus si c'est Yanis Guillou ou Tristan, ou je sais plus qui l'a dit, mais effectivement, ça paraît lunaire de ne pas garder un joueur comme ça qui fait de telles différences. Et en fait, le pire, c'est qu'on l'annonce à chaque fois. C'est-à-dire qu'avant le match, on est là, on parle souvent de la grande mêlée et tout ça. Au début du match, on se dit, dès que Tamboué touche le ballon, en première 30 minutes, c'est peut-être le seul qui est vraiment impressionnant parce que déjà il fait avancer tout le monde alors que les autres bafouillent un peu leur rugby. Avec toute proportion gardée, moi je trouve qu'il a ce côté déclencheur. Penaud a le côté finisseur et aussi il sait déclencher les actions, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est le meilleur finisseur du monde. Mais Tamboué a ce côté où, avec des miettes, il fait tout exploser, quoi. Mais comme pouvait l'être Penaud au meilleur de sa forme, où dès qu'il avait le ballon, c'était frisson. Tu sais pas s'il peut il peut passer par le périph' et trouver un intervalle 40 mètres plus loin. Tamboué laisse un peu cette impression-là. À ce moment-là, il est en pleine forme. Et donc c'est vrai que ça paraît complètement. Alors. On ne sait pas les motivations des dirigeants girondins qui veulent peut-être mettre le paquet ailleurs, sur le pack ou autre. On parle du pack dans le chat, tout ça, on ne sait pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que bon, tu peux avoir des regrets, quoi. Ah, tu perds un gros joueur. S'ils maintiennent ce niveau en top 14 la saison prochaine. Et surtout, bon là. Voilà, on peut reparler de sa performance dans les 30 premières minutes où on s'embête un peu, c'est le seul qui amène ce frisson, cette étincelle. Mais surtout, quand on a la ligne de Bordeaux, où il y a quand même énormément de joueurs en équipe de France, Tamboué, tu sais que pendant les doublons, il est là, quoi. Ouais, c'est alors vrai. que Bielbiarré, De Porter, voire même Buros dans le triangle d'arrière, oui, Penaud que j'ai oublié. Mais surtout, voilà, les négociations, on ne sait pas trop comment ça se passe parce qu'il est un peu envoyé dans tous les clubs, voire même au Saracens. Donc c'est vrai que ça parle beaucoup. Donc peut-être qu'il demande beaucoup d'argent aussi, mais surtout, j'ai l'impression que l'an dernier, c'était un peu. T'es quand même sur courant alternatif. Tamboué, il y a des matchs où on ne l'avait pas trop. Bon, évidemment, il y a ce match contre Lyon qui reste dans toutes les mémoires, ce barrage. Mais c'est un peu une déception. Il n'a pas trop joué. On le voit. Son premier match, il marque pas un essai ou un doublé. Vrai, oui. J'ai plus à Clermont. Voilà, déjà. Oui, il y a un duel avec Raka. Non, mais clairement, sur la saison dernière et cette année, parce que déjà, rappelez-vous, cette année, le match cette année où il joue en rose Bordeaux. Ce match fou. Fin d'année, il fait un match énormissime. L'année dernière, il met doublé, il y a match nul. Les Clermontois, quand même, ils vont faire des cauchemars de Tamboué parce qu'à chaque fois, c'est une équipe qui réussit très bien. À un moment, ils voulaient le prendre, c'est peut-être pour ça en fait, juste pour arrêter de prendre 5 essais de Tamboué par saison. Tu vas les mettre tous les matchs chez nous. Ils se sont dit, c'est le plus simple au final. Oui, non, c'est vrai. Bon, mais Tamboué, du coup, qui devrait quitter l'UBB. Clermont, maintenant, pour clôturer un peu ce match, Clermont, c'est. Il y a deux Clermont en fait. Parce que clairement, on n'a clairement pas fait tourner contre l'UBB. Alors oui, il y avait quelques cadres, mais par blessure, par obligation. Moi là, Frissi qui n'était pas là, qui pourrait revenir la semaine prochaine contre le Stade français. Bonne nouvelle pour les Auvergnats, parce qu'il y a deux Clermont. Un Challenge Cup qui en a mis 50 ou plus de 50 à la Luster. Et ce Clermont-là, qui paraissait impuissant contre cette défense bordeaux-béglaise.
Ouais, c'est assez lunaire cette différence de niveau entre la Challenge Cup et le top 14. On a l'impression que c'était un peu irréel en fait ce qui s'est passé en Challenge Cup, tellement le niveau était différent de celui présenté en top 14. Parce que le niveau de Clermont aujourd'hui contre Bordeaux, c'est globalement celui de Clermont depuis le début de la saison en top 14. Je veux dire, c'est le ventre mou du top 14. Et je sais pas si au début ils ambitionnaient, enfin c'est ce qui est annoncé, ils ambitionnaient de jouer au moins le top 6. Assez rapidement, on se rend compte qu'il y a quand même une classe d'écart entre Clermont et les vrais prétendants au top 6 et plus. Donc cette parenthèse enchantée, elle est... entre Bordeaux et Clermont. Bien sûr, canal, mais bien sûr, mais tu as l'impression que sur ce match-là, on le dit souvent, mais c'est vrai, ils peuvent jouer 4 matchs qui marqueront pas un essai, sauf si il n'y a pas Bielbiarri qui court à 200 000 et qui va rattraper Jeannot. Mais sinon, non, c'était assez pauvre, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose sur lequel tu peux bâtir ou pas beaucoup d'éléments rassurants sur ce genre de match, et ils vont finir tranquillement. Je les vois pas rentrer dans le top 6, ils vont pas descendre, et bon, bah voilà, ça va être en roue libre comme l'année dernière, comme l'année d'avant, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est quasiment le mieux qu'on peut souhaiter à Clermont, Loïc, parce que au final, Clermont, il faut vraiment regarder en bas au bout d'un moment quand même. Parce mais bien sûr. Les matchs s'enchaînent, les défaites aussi en top 14. Il y a cette demi-finale Challenge Cup, mais il faut pas oublier le championnat. Ils sont pas non plus à l'abri. Ils ont 4 points d'avance sur Montpellier. Ouais, Montpellier qui reçoit la semaine prochaine Perpignan qui est en pleine bourre, on va en parler tout de suite. Une finale la dernière journée. Il va y avoir une finale. Oui, voilà. Non, mais d'ici là, il y a quand même 4 matchs qui vont se jouer. Clermont aujourd'hui joue clairement le maintien, et je pense qu'ils l'assument, ceux qui n'ont pas fait pendant plusieurs semaines. Mais attention quand même. Faut, surtout quand tu reçois le Stade Français, meilleure équipe à l'extérieur du top 14, qui a plus rien à jouer sur les scènes, on va dire, européennes, mais surtout, et qui va mettre la grosse équipe, je pense. Le Stade Français, ils savent que s'ils gagnent tout à la maison, ils ont qu'à gagner un match à l'extérieur, ils finiront premier. Donc quand tu vois la forme de Clermont, ils sont pas bêtes, ils ont coché ce match-là. Ouais. Mais est-ce que c'était vraiment les seuls à croire dur comme fer qu'ils pouvaient jouer le top 6 ou les demi? Parce qu'apparemment, officiellement, en interne, c'était plus les demi qui étaient visés, ou c'était ce dont ils parlaient, au micro et tout, ils annonçaient plus une qualification. Mais je suis désolé, mais moi, en voyant l'effectif clermontois par rapport aux autres armadas, tu penses vraiment qu'en début de saison... Je suis d'accord, mais... Tu crois, toi, en début de saison? Alors, non, dans les 6, je ne les aurais pas pronostiqués. Je ne les aurais pas pronostiqués non plus à plusieurs unités derrière Pau, voire derrière Castres, tout ça. C'est pas, l'effectif de Clermont n'est pas largement en dessous de celui de Pau ou de Bayonne qui est devant Clermont aujourd'hui. Ça manquait de respect à toutes ces équipes. Clermont, alors oui, dans les saisons, il y a des pétés, il y en a qui en ont plus que d'autres, il y a des faits de jeu, tout ça qui en ont, voilà. Bon, ça arrive. Là aujourd'hui, c'est pas, au bout d'un moment, Clermont s'est mis dans la panade un peu tout seul. Mais non, dans les 6, non, à jouer le maintien aussi longtemps dans la saison et de manière aussi dangereuse, non plus. Mais moi, il y a un problème. C'est une mauvaise surprise, on va dire. Oui, bien. Non, mais moi, il y a un truc qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai du mal à visualiser véritablement le turnover et le projet clermontois. Les perspectives d'avenir, je les vois pas hyper positives. Leur meilleur joueur aujourd'hui, c'est Georges Moala. Voilà, Moala, Fritz Lee, des mecs qui ont 35 ans. Non, oui, il y a un projet à relancer, c'est sûr. Oui, mais à partir de quoi tu te bases pour relancer le projet? C'est ça que je veux dire. J'arrive pas encore à déceler le projet, à imaginer sur quoi est-ce qu'ils vont pouvoir reconstruire désormais, quoi. Là, le projet, je te le fais, c'est se maintenir. Non, mais pour la suite, même oui. pour espérer avoir des jours meilleurs sur 2-3 ans de visibilité, ils recrutent des mecs. On fait souvent cette vanne-là, mais ils recrutent les revanchards. Mais c'est des paris systématiquement. Mais là où Clermont avait, je trouve, avant une très bonne formation, on voit de moins en moins. Il y a Baptiste Jeannot qui est un peu la pépite et tout ça. Mais j'ai du mal à imaginer de belles perspectives pour ce club dans l'état. C'est vrai qu'aujourd'hui, Clermont n'est pas dans les premiers clubs les plus attractifs du top 14, clairement. Ça, c'est une certitude. Mais faut relancer le projet. Après, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà, se maintenir cette année, je vais pas dire ça, je suis pas vraiment inquiet pour Clermont. Je suis un peu comme toi. Mais je pense qu'on a aussi la fumée devant les yeux de ce Clermont qui, nous, on a grandi avec Clermont qui est en demi-finale tous les ans, comme le sont Toulouse et La Rochelle depuis quelques années. Donc, Clermont en Pro D2, c'est inimaginable pour nous. Enfin, en tout cas, pour moi. Je pense pas qu'ils vont descendre, je leur souhaite pas, mais attention. Je leur souhaite pas d'en arriver là, même si pendant le match, j'ai quelques supporters de Clermont qui m'ont demandé où était l'adresse du stade de Béziers au cas où pour en barrer. Et moi, ce qui m'a inquiété sur ce Clermont-là, c'est que déjà, d'une semaine à l'autre, contre le Stade, on a l'impression que c'est pas la même équipe, mais surtout, ils ont été un peu pris devant par des Bordelais. Il n'y a aucun fondu à Clermont.
ils savent pas quoi faire du ballon. c'est ça. Il y a rien qui est mis en Oui, place. après, tu as des matchs comme ça qui s'engagent mal. Et puis Oui, après, mais c'est pas la première fois de la saison quand même qu'ils ont 0 fond de jeu clairement, et que si tu leur rentres un peu devant, derrière ils savent pas quoi faire du ballon, c'est quand même pas la première fois. Bon, il y a pas mal de matchs par exemple qu'ils ont perdu tout seul, je pense celui contre Toulon chez eux, plusieurs matchs en plus on peut basculer où tu peux te retrouver en haut dans le top 6 et au final tu te retrouves 9e. Et après ils ont fait des gros matchs aussi, ils sont allés gagner à Castres où ils font un gros match devant, voilà, tu as des matchs comme ça, mais après c'est un peu l'image du top 14, tu as beaucoup d'équipes comme ça, tu as beaucoup d'équipes, il y a des matchs tu te demandes ce qui leur arrive et d'autres tu te dis ils peuvent jouer plus haut. Voilà, les dynamiques pas pour cette fin de saison. Ah non, elle est pas pour eux, non, donc voilà. Bon, UBB Clermont du coup 41-7. Triplé de Penaud, et Penaud on va reparler un peu plus tard dans l'émission, qui s'est rappelé au bon souvenir des Auvergnats, malheureusement pour eux. On va passer à l'ovation de la rédac cette semaine. On va partir en Catalogne, vous l'aurez compris, après la une du Midi Olympique et surtout après les résultats de ce week-end. Bon, l'USAP infatigable. Va falloir arrêter la langue de bois un peu, nos amis catalans. Va falloir arrêter de dire que c'est du cirque, de penser à la phase finale. Non, je taquine un peu, mais bon, 51-20 contre Lyon. Nouvelle victoire bonifiée après celle contre Castres à Aimé Giral. On avait promis de l'enfer aux Lyonnais. Ben, les Lyonnais ont vécu l'enfer un peu, enfin, surtout en seconde période, en fin de match. L'USAP est à 3 points de La Rochelle qui est 6e. A aujourd'hui 11 points d'avance sur la 13e place, donc ça paraît... Ils sont maintenus, quasi, on peut le dire. Les Perpignanais, aujourd'hui, je pense qu'ils sont maintenus, sauf cataclysme, voilà. Mais Perpignan doit regarder vers l'eau. Il faut arrêter de baisser le menton et lever les yeux vers le ciel, quoi. Et là, attention, il y avait un bloc qui était, pour beaucoup d'équipes, un bloc de 2 matchs seulement, qui est plutôt décisif, qui va permettre, sur le dernier bloc, de regarder en haut vers le bas. Et là, à Montpellier... lapsus. Perpignan va regarder vers le haut s'ils gagnent à Montpellier justement la semaine prochaine, où là ils enterreront Montpellier, ça sera derrière eux, et là ils seront quasiment dans le top 6 là, Perpignan. Et pour le coup j'ai fait un papier Perpignan cette semaine, et que ça soit... Et non mais justement, ça m'a un peu... Combien de mètres parcourus, Penaud? Non, c'était... Alors Tom et Cochard, nombre de mètres par quoi. Non mais justement, ça m'a agacé presque un peu. Je comprends qu'ils fassent de la langue de bois, mais j'ai envie de le dire, mais profitez, dites que vous jouez le top 6, de toute façon qu'est-ce qu'ils ont à perdre les Catalans ils sont pas dans le top 6. Il va pas leur en vouloir, chaque année il y a des surprises comme ça. Bon, Dax en Pro 2 c'est pareil, Perpignan top 14 ils font la même chose, on les comprend aussi, il faut pas trop s'emballer. Mais nous, ils nous emballent sur le terrain. Ah oui, emballez-vous. Non, mais c'est incroyable parce que quand on fait les pronos, on met maintenant, sans trop s'inquiéter, Perpignan victoire avec bonus offensif. Ça paraît assez inimaginable en début de saison. Et puis, ouais, ils sont impressionnants. C'est une victoire qui est... construite sur tout le long du match. Je veux dire, ils sont pas inquiétés plus que ça, et puis au fil de la rencontre ils prennent le large, et enfin une victoire de patron. Et en fait ouais, on peut plus dire surpris. Je pense qu'au bout d'un moment ils vont plus être dans l'ovation de la rédac en gagnant avec le bonus, tellement ce sera le tarif habituel à domicile. Non mais en fait ils impressionnent plus, ils confirment que ce sont des prétendants à la phase finale. C'est ça. Alors on le dit pour eux, s'ils veulent. On comprend qu'encore ils aiment pas, voilà, ils veulent pas mettre les pieds dans le plat, ok. Mais aujourd'hui, 3 points de la 6e place, bien sûr, sera compliqué parce que quand tu vois les ogres qu'il y a devant, ça n'a pas beaucoup trébuché, sûrement. Mais ils vont à Montpellier, ils reçoivent Clermont. Bien sûr, plus de Challenge Cup, donc du repos dans 2 semaines du repos, alors et pas pour Clermont. Et en plus, qui ira à Perpignan la semaine d'après. Donc, voilà, il y a de quoi espérer en tout cas. De toute façon, on parlait des Clermontois, et j'ai peur pour eux s'il y a les conditions typiques catalanes, c'est-à-dire soleil, du vent. Là, tu sais que t'en prends 40 à Emédia, là c'est fini. Non, mais... Et il y en a des supporters perpignan. Ah oui, mais là... Il y en aura à Montpellier d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont à Montpellier d'ailleurs? Parce que oui, c'est ça. C'est la grosse à Montpellier. Bon, je vais y faire un tour, on verra bien. Non, mais c'est impressionnant. Non, franchement, moi je suis trop content quand ce genre d'équipe performe en top 14 et retrouve un peu ce qui faisait leur réputation avant, parce que Perpignan, faut pas oublier, comme l'était Clermont, c'était une équipe qui avant faisait oui. Non mais voilà, c'était une équipe qui jouait le haut du tableau. Ça remonte. Mais je suis content de voir ce genre d'équipe un peu historique, qui ont cette ferveur-là, qui construisent avec des joueurs qui sont pas forcément les stars 5 étoiles qu'on peut voir ailleurs. Et au final, ils reviennent de très loin parce qu'ils ont fait des saisons en top 14 archi compliquées. 4 journées là, cette année, 0 points. Non mais c'est ça, ils reviennent de super loin. C'était quasiment pas d'essais marqués si je me souviens bien. Ah ouais, c'était terrible. C'était la Bérésina en Catalogne, 0 points. T'avais Azema qui venait d'arriver, tu disais oulala, comment ils vont faire? Ils ont vécu toute la Coupe du Monde en ayant 0 points avec 3 défaites.
C'était un peu compliqué, mais ouais, ils se sont relevés et là ça enchaîne. Mais ce qui est fort, c'est ils ont réussi à relancer des mecs. Au début, quand tu vois Sobela, Van Tonder, Veredamou, tu dis bon, ils recyclent, ils prennent les mecs dont personne veut. Sobela fait une super saison. Qu'est-ce que ça Tu lui diras, Tu leur diras Veredamou et Van Tonder. Je les ai vus les bras de Sobela. Moi, tout le monde te voulait, Patrick. Non. Non, mais des mecs. Super saison. Et Veredamou, il fait la saison de sa vie. Là. Il est à combien 11 essais. Et en plus, ils envoient beaucoup de jeux. Et ce qui est fort, c'est que c'est vraiment tout un collectif parce que hier, 7 essais, 7 marqueurs différents. Tu vois que vraiment tout le monde est à fond. Jack McIntyre, il est complètement retrouvé. Alan, il fait une saison de fou. Franchement, ils font plaisir à voir. Je suis d'accord. Je me permets de regarder la fiche. Quand même, il y a marqué USAP 7 essais, 7 marqueurs différents. T'as quand même réussi à le dire de façon tout à fait naturelle. Non, mais ça va devenir un jeu. Ceux qui nous écoutent, ça va devenir un jeu. À chaque fois qu'il parle, devinez ce qu'il a marqué sur la phrase. Non, même parce qu'il le dit comme ça, je me dis, je vais jeter quand même vite fait sur la fiche. Je vois USAP 7 essais, t'es un crack. T'es un crack ultime. Bah oui, il triche. Non, parce que je vérifie. J'ai caché, je vais le mettre de ton côté là, il triche. Non, mais oui, Master Yoda The Real One. C'est un peu l'accent anglais que je travaille depuis quelques années. Defender of Tomorrow. Non, à un moment donné, on va reconnaître le talent exceptionnel d'Azema. Oui, voilà, et on reconnaît aussi. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu, alors c'était avant le match contre Lyon, mais il y avait une longue interview de Franck Azema dans nos colonnes qui disait que parler du top 6, c'est du cirque, tout ça, mais on comprend. Bon, voilà, mais. Je pense qu'on refait l'interview aujourd'hui, il donne pas forcément la même réponse. Non, mais ils attendent le match contre Montpellier. Non, mais dire que tu joues pas le top 6 quand t'as 3 points du top 6. Surtout que c'était quand même Lyon qui est aussi prétendant au maintien autant que Clermont. Donc si tu perdais, ça veut dire que Lyon prenait 4 points et que toi t'en prenais 1 ou 0 et de suite tu voyais le trait derrière remonter. Donc voilà. Oui, évidemment, mais sauf que quand on pronostique ce match-là, on pronostique une victoire de Perpignan et pas de Lyon. Oui, bien sûr, mais on est le début de match, il est équilibré. Lyon avait mis une équipe très compétitive au début du match. Ouais. Non, mais après, c'est des matchs un peu où il fait beau, du coup, tu as beaucoup d'essais et tout ça. Bon, après, et le public. Beaucoup du même côté. Et le public, bien sûr. Les Lyonnais, ils ont tout tenté. Hein. Ils s'entraînaient avec le son des supporters de Perpignan avant la rencontre. Bon, c'était pas suffisant. Eh oui, bon, ben voilà, Perpignan, ovation de la rédac. Et du coup, les Perpignanais qu'on retrouvera à Montpellier la semaine prochaine. Gros match quand même, Montpellier-Perpignan. Parce que d'un côté, faut pas non plus déconner. Maintenant, il va falloir prendre des points au bout d'un moment, les Montpelliérains. Ouais. Et l'USAP, du coup, apparemment, avec une marée. Marée sang et or qui est attendu. Au GLCM, ça va leur faire drôle, il y a des gens qui chantent en tribune. Et apparemment, alors je sais pas si c'est vrai, il restait que 500 places à vendre au GL Stadium. Oui, mais ils ont voulu faire annuler des places parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait que des Perpignanais, etc. Ouais, moi, Daltran en a acheté 8000. C'est le même acheteur. On est sûr de ça? Méfiez-vous, parce que faut pas qu'on soit attaqué pour l'instant, il paraît qu'il y en a les Catalans sont un peu plus de 2000. Un peu plus de 2000 Perpignanais. Bon. Pour l'instant. Non, mais voilà, qui ont acheté les places attribuées aux Perpignanais. Après, éparpillé partout dans le stade, il y en aura sans doute un peu plus. Et Lille Doom, je sais pas si l'info est vraie ou pas, il rouvre la billetterie demain, apparemment. Oui, c'est vrai, ça. Bon. Ah ouais. Montpellier, ce lundi, là? Après, oui. Ah oui, là, après le match, là, il n'y a pas beaucoup de Perpignanais qui veulent plus y aller après le match. C'est ça c'est qu'ils vont l'ouvrir, les Perpignanais, ils seront encore plus chauds pour acheter des places. Et voilà, donc l'USAP, belle victoire contre Lyon. On va passer au jeune bunker. De Catan va partir au Pays Basque, du côté de Bayonne. Alors non, c'est toujours pas les férias. Mais voilà, Bayonne il est fait, là, tu vas te faire insulter dans le chat. Oui, la fête de Bayonne, pardon. En avant. Pardon. 14h30, c'est précis, mais il y a beaucoup de Perpignanais dans le chat quand même. Les fêtes de Bayonne, pardon, voilà. Et on va partir à Bayonne après la défaite cruelle contre le Stade français. « 24-7 à la mi-temps, 28-24 score final pour le Stade français. C'est dur pour Bayonne. Alors, on va éviter la dernière action. Voilà, parce que je pense que s'il y a des Bayonnais dans le chat, ou même des Basques, ou des personnes qui n'aiment pas trop le Stade français, tout ça, bon voilà. Juste, Bayonne se saborde. Parce que les Bayonnais avaient le match plus qu'en main, 24-7, notamment avec un dernier essai sur la dernière action de la première mi-temps. Carton jaune de cette action pour Brad Weber de mine-mêlée du Stade français. Le Stade français à 14 contre 15, mené 24-7, a réussi à encore gagner. Mais on a l'impression que c'est aussi, au-delà de la dernière action, un gros manque de maîtrise des Bayonnais qui ont laissé espérer ces Parisiens.
et qui ont donné voilà, qui ont le bâton pour se faire battre clairement. Mais ce qui est drôle, c'est que les Bayonnais sont pris à leur propre jeu. Parce que normalement, cette situation-là, c'est l'effet inverse. Bayonne qui est mené sur sa pelouse à Jean Daugé à la mi-temps. Tout le monde se dit, ah, Bayonne, ça y est, l'invincibilité à Jean Daugé, c'est fini, blablabla. Et par miracle, ils gagnent. Et là, en fait, c'est l'inverse. Donc, c'est. Paradoxal. Peut-être qu'ils ont du mal à, justement. Pourtant, ils avaient une charnière expérimentée, Machno Lopez. Lopez a fait un beau match d'ailleurs au demeurant. Il offre des essais à Tiberghien. Donc, ouais, manque de maîtrise. Ils ont craqué peut-être un peu mentalement. D'être dans cette position du chassé, non du chasseur, ça, ils connaissent pas. Mais t'as pas le droit t'as l'opportunité, t'as une opportunité immense de foutre la tête sous l'eau. Le Stade Français qui marchait clairement sur les pieds, enfin sur les mains, je veux dire pendant, je sais pas quelle est l'expression, mais qui marchait sur l'eau, qui marche. Non, au contraire, Stade Français qui marchait sur les mains. Voilà, c'est marqué sur qui marchait sur la tête, c'était sur la tête. Dès qu'il est plus mes fiches là, ça qui marchait sur la tête, qui marchait sur la tête, c'était ça que je voulais dire. Bon, le Stade Français qui faisait tout à l'envers pendant la première période. Et qui prennent ce carton jaune juste avant la mi-temps, etc. T'as une opportunité immense de vraiment tuer le match. Ils n'ont pas le droit de repartir avec une nouvelle dynamique en sortie de mi-temps et de se dire, de se remettre à espérer et réimaginer ce scénario qu'ils réitèrent depuis le début de la saison, c'est-à-dire gagner sans forcément dominer, etc. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que le Stade Français n'a pas réussi, avec tous ses exploits passés, de toujours garder le doute dans ses adversaires, même quand ils sont largement devant? T'as toujours le truc de te dire, attention, ils peuvent revenir. Et du coup, tu fais des conneries que tu ne ferais pas sur un autre terrain du top 14. Non, mais je peux pas. Et en face, t'as le Stade Français qui se gonfle et qui dit, les gars, on l'a déjà fait, on va le faire. Non, mais alors que le Stade Français, ils croient et qu'ils se disent, voilà, on l'a déjà fait, machin, pas de panique, on va revenir, etc. Ça, c'est une chose et je pense que c'est le cas et ils ont raison parce qu'au final, ça leur réussit. Par contre, que Bayonne commence à bégayer et à trembler parce qu'ils se disent, ouais, mais le Stade Français, attention, ils reviennent et tout ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à y croire et j'ai un peu de mal à imaginer que les mecs, pendant le match, ils sont en train de douter de. En plus, c'est encore comme on l'a dit, c'est des Camille Lopez, des Maxime Machno, c'est pas des gars qui, tu vois, ils sont pas la dernière plus non plus, ils ont un peu d'expérience, un peu de bagage. J'ai du mal à imaginer que ces mecs bégayent comme ça. Et moi, c'est le Stade Français que je trouve surréaliste, une saison surréaliste. Oui, clairement. Non, mais le Stade Français, il faut voilà, tu peux que les féliciter. Alors oui, dans le jeu, c'est pas toujours joli, même rarement joli. Même Laurent Labitte, dans le Midi Olympique, la semaine dernière, l'a dit, on n'est pas dupe de notre niveau. Il sait que c'est pas un jeu exceptionnel qu'on peut faire Bordeaux ou Toulouse, tout ça. Mais ils sont premiers. Ils ont un caractère exceptionnel. C'est la meilleure équipe à l'extérieur. Et voilà, alors ils ont un gros calendrier là. Ils ont à Clermont, mais après ils reçoivent Bordeaux, ils reçoivent Toulon, ils vont à Castres. Voilà, c'est un calendrier costaud. Mais le Stade Français fonce vers les demi plus que jamais, avec un capital confiance énorme. En même temps, en disant qu'on est lucide sur notre niveau de jeu, ils s'enlèvent de la pression. C'est-à-dire, tu vois, là où tu te dis, une équipe franchement, numériquement, je veux dire, on peut dire qu'ils roulent sur le championnat ou presque, tu vois. Comptablement, ouais. Oui, c'est ça. Et donc, sur le papier, tu te dis, attends, les mecs qui roulent sur le championnat toute l'année, au bout d'un moment, s'ils font pas au moins finale, c'est quand même un échec parce que tu es au-dessus toute l'année. Ouais. Et en disant, on n'est pas dupe sur notre niveau de jeu, etc., ils s'enlèvent de la pression. Nous-mêmes, les observateurs, on est en mode, non mais phase finale, ça peut pas passer. Je veux dire, à chaque fois, ils s'en sortent, machin. Et donc, au final, ils ont plus de pression. Ils sont premiers très largement. Ils vont finir dans les deux, sans doute, même si effectivement, ils ont ce calendrier qui est un peu compliqué, un peu beaucoup compliqué. Mais voilà, ils vont y être. Et puis sur les phases finales, avec une grosse défense, une grosse conquête, tu peux espérer, quoi. Non, moi je suis pas forcément d'accord avec toi parce que quand même faut se rappeler que quand Laurent Labitte dit ça, donc c'est-à-dire c'est dans le journal de vendredi à ce moment-là, Stade Français est quand même la pire attaque du top 14. Sachant que dans ce top 14, il y a Oyonnax qui n'a pas gagné un match depuis janvier. Donc au moins. Même après janvier, ils n'ont pas gagné un match en 2024. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je l'ai mal formulé. Pardon. Donc voilà, à un moment, il sait aussi, mais voilà, quand on voit Paris ce week-end, ils ont cette confiance-là, ils doutent jamais à eux, ils sont rassurés, Moll, Ivaldi, bam. Oui, mais voilà, et tu comprends que le staff se fait respecter parce que quand tu sors Macalou à la demi-heure. Je l'avais dans le LGM. Non, mais ok, j'étais dévasté. T'as vu ce qu'on reprend de Macalou pour le Stade Français? C'est le joueur qu'on met tout seul parce que c'est le joueur qui doit tout déclencher. Demi-heure de jeu, t'es pas dans ton assiette. C'était le son anniversaire en plus. Dehors à la demi-heure. Bon, il est rentré à la 70e, mais la dynamique était complètement différente, bien évidemment. Mais voilà, c'était. Non, mais après, c'est là où tu vois aussi l'expérience des mecs qui se font respecter. Il n'y a pas de statut, tout ça. T'es pas bon, tu sors. Oui, puis. Alors, bon, il n'y avait pas que Macalou. Ils ont été 3, il n'y avait pas que qui loupaient leur match. Ils ne pouvaient pas remplacer 14 mecs non plus.
Mais voilà, tu vois qu'il y a eu des mecs qui ont été choisis et dehors. Ah, électrochoc. Hein. C'est bien, tu dis 14 parce qu'il y en a un qui peut pas sortir en ce moment, c'est Léo Barré. Franchement, À la dernière 14 pour pas dire 15 parce que à la dernière seconde, enfin, il y a plein de joueurs qui auraient pas tenté ce qu'il a fait. Ah ouais. Quelle relance de fou il fait. C'est là qu'on voit qu'il est en pleine confiance. Il y en a plein qui auraient fait la passe. Bon bah voilà, au moment on va s'en sortir, on aura une pénalité. Non, franchement, action de grande classe. Bravo à lui. Ah, il est pas international pour rien, hein, Smino. Enfin, on dit Smino, mais bon, il a qu'un an de plus que Théophile. De moins. Ouais, mais en plus il a beaucoup plus, non? Moi j'ai 25 ans. Oui, voilà, c'est en 2002, je crois. Oui, bon, il a 2002, 3 ans de moins que moi. Ouais. Bon, super en tout cas. Il a plus de barre. Oui, sans aucun doute. Ouais, non, mais je regardais le Stade français, 10 points d'avance sur la 3ème place quand même. Non, mais Pas c'est mal. pour ça. Bon, après, là, tu vas à Clermont, tu vas à Toulouse. Et avec un Racing Moi, qui va j'ai quand même- recevoir, je donc suis ça très- peut se rapprocher quand même. Mais- J'ai quand même très hâte de voir ces matchs contre les autres grosses équipes, en espérant qu'ils affrontent des équipes qui enverront, encore une fois, leur équipe type. Ah, J'ai mais hâte de voir ce que ce stade français là vont- vaut. Alors, pire attaque, top mais- 14, etc., tout ce que tu veux, mais au final, Ils vont- tu gagnes des matchs, donc t'es la pire attaque, mais t'es aussi la meilleure défense. Enfin, je veux dire. Honnêtement, si après, quoique, si le Stade français gagne à Clermont, tu peux dire peut-être qu'ils mettront pas toute leur force à Toulouse. Mais tu sortiras d'une parenthèse européenne où Toulouse aura joué. Et le Stade français sera reposé, donc tu te dis pourquoi pas mettre la grosse équipe alors que Toulouse, peut-être, ils laisseront des forces contre les Harlequins. Tu sais pas. Mais après, tu vas recevoir Bordeaux qui peut pas laisser échapper des matchs et qui a plus que le top 14 à jouer. Et Toulon, Mais je dernière pense que- journée, qui, je pense, sera pas assuré ni d'être dans les 2, ni d'être dans les 6 ou d'un barrage à domicile. Donc il y aura quelque chose à jouer. Donc là, oui, là, quand même, tu pourras. Mais je pense que eux aussi. Après, ils peut-être ont- que le Stade français sera assuré d'aller 2 aussi. Donc peut-être qu'eux feront tourner. Bon, Ouais, mais je pense qu'eux aussi ont hâte et besoin de se mesurer à une vraie grosse équipe qui joue sa vie autant qu'eux sur le match. Pour voir ce que ça vaut véritablement. Encore une fois, on n'est pas sur notre niveau, etc. Voir à quel point cette conquête, elle est conquérante contre une grosse équipe. La défense, est-ce qu'elle est aussi imperméable qu'elle en a l'air, etc., etc. Et donc, j'ai hâte de voir ces gros matchs-là avec le Stade français et ce que ça donne. ok, bon, John Bunker, Bayonne, du coup, on va passer au 15 de la semaine, avec comme d'habitude des petits changements de dernière minute, parce qu'il y a des matchs le dimanche soir. On peut pas préparer l'émission à 23h, hein, bien sûr, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, on passe au 15 de la semaine tout de suite. Voilà, victime de Damien Penaud, Nathanaël Huleux. Alors, pas sur le terrain, mais voilà, bon, triplé de Damien Penaud, qui s'est fait bien sûr une place dans le 15 de la semaine Midi Olympique que vous retrouverez ce lundi sur Rugbyrama. Mais Nathanaël Huleux, doublé contre La Rochelle. Alors, il manque son plaquage sur ce tennis sur l'essai du centre Rochelet, donc petite erreur, mais il met ce doublé salvateur en fin de match. Rapidement, juste on en parlait, Huleux en Argentine cet été, qui prend la cote? Ah, je savais que tu allais la placer celle-là. Qui prend la cote? Huleux ou Bagé, quoi. Ouais, mais Huleux, franchement, Il y aura un vrai match. je prends le pari. Non, je pense qu'il y sera. Enfin, si Castres finit pas dans le top 6. Ouais, Il sera en Argentine. Sachant, non mais parce que sachant Il va que faire les doubler. finalistes n'y seront pas. Les demi-finalistes peuvent y être, mais Fabien Galtier a laissé entendre qu'il y aura beaucoup de cadres qui seront laissés. Je pense à des Ficou, si le Racing n'est pas en finale, je pense qu'il Si n'y la sera finale pas. c'est Bordeaux-Toulouse, il est sûr en Argentine. Parce que là, t'enlèves Bordeaux et Toulouse sur les arrières de t'enlèves. l'équipe de France. Je pense que si la finale est T'enlèves Bordeaux-Toulouse, il est Bielbiarré, sûr. Penaud, Lebel. oui. T'enlèves du monde. Hein. Bah à l'aile, c'est. Ouais, je pense que Huleux est à la lutte avec des Théo Atisogbe, des mecs comme ça pour prendre l'avion pour l'Argentine, voir les deux. Hein, mais Huleux, franchement. Non mais oui non mais pour en saison. revenir sur ça au-delà, enfin pour revenir sur sa performance là, effectivement il y a cette erreur en défense, mais à chaque fois on se pose la question, qu'est-ce qu'on demande à un ailier? C'est d'être bon en attaque plus qu'en défense, et là en l'occurrence c'est le cas. Si le mec fait une erreur de plaquage, c'est mieux s'il la fait pas, mais si derrière il inscrit un doublé et il vient faire gagner son équipe, bon bah on lui pardonne volontiers. Je veux dire, tant que la balance elle est positive, tu vois, c'est un peu l'antithèse, enfin en quelque sorte, de Gabin Villière qui est excellent en défense mais qui en attaque peine à faire des différences, etc. En tout cas aujourd'hui, bah là moi je trouve que Huleux globalement t'es dans le positif, donc c'est le plus important. Non, mais Huleux, bon, déjà j'aimais beaucoup à Vannes et ça me surprend pas qu'il réussisse. Là, c'est vrai qu'on l'avait vu à Bordeaux
malgré un éclair, je crois que c'était contre Clermont, non, il marque un doublé un jour. Ouais, je le fous. Match de sa vie. Sinon, Bordeaux-Clermont, les ailiers bordelais, ils sont en forme. Qui coche tes dates. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il s'est totalement relancé à Vannes et il a retrouvé, c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais le goût de l'essai. On voit, c'est pas le joueur l'ailier qu'on va plus voir dans le cœur du jeu. C'est qu'on le voit souvent rester dans son couloir, mais au final, comme a dit Théo, qu'est-ce qu'on lui demande, c'est de marquer des essais. Et ça tranche avec les autres ailiers à Castres, les Nakosi, Raizuki, qui vont plus participer avec leur gabarit, forcément, qui est tout autre. Mais lui, au final, tu sais que dans ton couloir, il sera là, il y a un coup de pied rasant qui traîne, c'est lui qui va l'aplatir. Enfin, tu sais qu'il sera toujours là, et au final, il fait une très bonne saison. Et ouais, comme tu disais, l'Argentine, j'espère qu'il a son passeport, son visa, tout ça. Parce qu'il y a des chances qu'il prenne l'avion. Il y a des chances. Il doit y croire, en tout cas. Lui, de son côté, il peut y croire, je pense. Et puis cette victoire, elle est importante pour Castres. Ouais. Enfin, si on peut élargir un peu le truc, enfin, elle est primordiale. Je pense que si tu le gagnes pas, tu peux. Tu baisses clairement la tête. Oui. Tu peux dire adieu au top 6. Que Castres, tu vas à Oyonnax qui a toujours pas gagné en 2024, tu reçois Montpellier ensuite, tu peux vraiment te faire une bonne petite série qui te replace dans le top 6, voire. Non, bah oui, c'est clair. Et puis, il faut pas minimiser la performance aussi. Hein. Ils gagnent contre des Rochelais qui sont venus avec de vraies ambitions, dans un match hyper accroché. La Rochelle qui avait vraiment envie de relever la tête après la désillusion contre le Leinster, qui voulait se remettre la tête à l'endroit et retrouver un peu le sourire. Donc ils avaient de vraies intentions en arrivant. On l'a vu quand ils ont fait rentrer le banc dès la mi-temps. On est tous là, on s'est regardé un peu en mode oula, bon là pas drôle, ils font rentrer Aldrit, Antonio, tout ça. Au final ça résiste, ça gagne. Il faut pas minimiser la performance des Castrés parce qu'elle est très importante. Ouais, gros match, chassé-croisé. La paix s'est tombée du bon côté pour les Tarnais et pour toi. Du mauvais côté pour les Rochelais. De quoi? Oui, j'étais pas malheureux, on va dire. J'étais pas malheureux. Peut-être que certains connaissent mon attachement à Castres, mais c'est pas grave comme ça. Fanga Nuku, messieurs au centre, le All Black. Droit au but. Non, parce que c'est la mode, droit au but. Tout va droit au but. De toute manière, quand il se passe un match au Vélodrome, vous mettez droit au but, vous avez un titre. Non, je taquine, mais doublé contre le Stade Toulousain. Victoire 29 des Toulonnais. Voilà, donc on voit l'importance du doublé de Leicester Fangankou avec notamment un bel exploit personnel. Il était un peu sur courant alternatif. Le All Black, depuis son arrivée en top 14, on va pas se mentir, on voit qu'il a du talent à revendre, mais pas toujours régulier. Un doublé contre le Stade Toulousain, certes remanié, mais qui reste le Stade Toulousain devant plus de 60 000 personnes au Vélodrome, c'est une bonne première pierre dans son aventure toulonnaise, quoi. Ah, j'ai mis Payawa sur LGM, donc je suis sûr c'est Fanganoukou qui va être bon. Bon, voilà, ça n'a pas manqué. Non, tu dis qu'il est sur coin alternatif, mais en même temps, c'est pareil de Toulon. C'est-à-dire que c'est un super joueur, super finisseur. Hier, on l'a vu, hein, on lui laisse quelques mètres, c'est fini. Hein. Il a un sacré cocktail de puissance, vitesse qui fait énormément du bien au centre à Castres. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il a... À Castres Tu le prends à Castres? Non, mais parce que je pensais à Jack Godiou dans ma tête. C'est dommage parce que la passie était nickel et tu t'es trompé de nom d'équipe, tu viens de ruiner la passie. Repas. Non, mais oui, parce que c'est Godiou qui, lui, pour le coup, est pas du tout décisif. Ouais, même pas trop pour l'instant. Mais Fanganoukou, oui, tout Fanganoukou, meilleur marqueur du Super Rugby qu'il est, à un moment, il peut pas faire gagner Toulon lui tout seul. Voilà, quand il est dans une équipe qui avance plus, qui a retrouvé Baptiste Serein, ben voilà, on le voit, et déjà, il est plus en confiance. Et il a eu un bon ballon sur le premier essai qu'il a réussi à bonifier parce que c'était pas fait. Le deuxième, tu l'as dit, il s'est fait tout seul. Cocktail puissance-vitesse qui fait quand même très mal et j'aimerais pas être en face de lui quand il arrive lancé. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il est à l'image de Toulon. C'est-à-dire qu'à Toulon, il y a quasiment que ça, des mecs qui ont énormément de talent et qui, jusqu'à présent, peinaient un peu à jouer ensemble. Et donc, quand ils sont dans un jour avec, individuellement, c'est des machines de guerre. Donc ça fait des ravages. Et puis après, il profite aussi, il faut le dire, d'une défense toulousaine un peu hasardeuse, on va dire, au centre du terrain. Honnêtement, on pouvait le craindre un petit peu parce que clairement, Sofiane Guitoun aujourd'hui, c'est pas le meilleur défenseur de la planète. Quand en face, tu mets un mec qui est aussi bon offensivement et qui joue aussi bien ses duels, la cote du plaquage cassé et de laisser marquer, elle n'était pas si élevée que ça pour Fanganoukou et donc ça n'a pas manqué. Ok, et du coup après vous voyez Whitelock, alors c'est pas le double champion du monde, c'est pas celui qui va partir dans 3 mois, non c'est Luke Whitelock, mais de manière un peu plus générale on va parler de la section Palos parce que
la section paloise a une hype énorme en début de saison. A raison, hein, qui gagnait tous les Palois. Là, on a l'impression qu'ils sont rentrés, voilà, ils sont dans le rang, mais ils sont encore à la course pour le top 6. Ils restent collés, ils sont 7e après 21 journées. Ils jouent clairement le top 6. Et c'est un peu aussi l'image d'un changement de statut de ces Palois qui ne surprennent plus, en fait. Un peu comme on a parlé de Perpignan, on ne parle plus de Pau comme ça, parce qu'aujourd'hui, les voir 7e et les voir gagner contre Montpellier en laissant aucun point à Montpellier, certes 13e, mais qui reste quand même, qui a de gros joueurs, ça surprend plus personne, en fait. C'est le travail des Palois et le talent des Palois qui fait la différence et leur niveau de jeu. Ouais, ils étaient enchantants en début de saison. Ils ont eu cette période assez longue de moins bien qui a fait qu'ils ont perdu toute l'avance qu'ils s'étaient créé tout seuls eux-mêmes. Et là, j'ai l'impression qu'ils retrouvent un peu leur niveau médian, on va dire. Bon, ils étaient peut-être un peu en sur-régime en début de saison, on s'en rendait compte parce que les joueurs jouaient beaucoup, enchaînaient énormément, etc. Ensuite, ils étaient en dessous de leur niveau parce qu'ils avaient montré de bien meilleures choses. Et là, ils sont au niveau qui est leur, c'est-à-dire une équipe qui peut prétendre au top 6 dans ce top 14 archi serré, qui sur une série d'une, deux, 3 victoires peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et donc ouais, c'est un peu on peut dresser le même bilan qu'on faisait en début de saison, c'est-à-dire c'est la recette Piccheroni qui fonctionne avec un alliage de jeunes talents qu'on a lancés, qu'on a mis en confiance et qui aujourd'hui surprennent plus. Adsogbe, voilà, on ne dit plus que c'est une surprise. Gaëton, voilà, et au milieu de ça des Simons qui restent à leur niveau. Et ouais, parce que Pau quand même, ils prennent un point à Toulouse. Donc pas rien, ils prennent un point aussi à Clermont, ils perdent de justesse, ils gagnent contre Bayonne, là ils gagnent contre Montpellier, enfin ils éclatent rarement en fait, ils explosent rarement en vol les Palois, ils restent toujours dans leur match, alors ils gagnent pas tout le temps mais ils prennent jamais de raclée quoi, enfin en tout cas ces dernières semaines c'est pas le cas. Non mais c'est vrai que c'est assez drôle, parce que le discours qu'on tient là, on l'aurait jamais tenu l'année dernière, voire même les saisons d'avant. C'est vrai que Pau, ils oscillaient, c'était un peu la déception de chaque année, où ils disaient ouais, on va essayer de voir plus haut et tout. Au final, ils restaient 12e ou 11e max. Et là, comme disait Théo, ils ont vraiment trouvé la bonne formule entre des jeunes, et Oradou, Atisogbe, des mecs qui prennent en Pro D2, comme Ewat, comme Gaëton, quelques mecs qui viennent apporter leur expérience, comme les Whitelock, Joe Simons. Au final, ça fait une équipe cohérente. Quelques mecs de top 14 comme du 4, Capelli, des mecs qui vont s'y filer. Et au final, c'est vrai qu'en début de saison, ils ont profité aussi des doublons, des absences, tout ça. Ils avaient toujours le bon calendrier. Et au final, ils finiront peut-être pas dans les 6. Mais au final, c'est la première fois, je pense, depuis le retour en top 14 qu'ils finissent au-dessus du top 10. Peut-être. Oui, et puis qu'ils sont tranquilles, ils sont tranquilles pour le maintien. Ouais, ils ont fait quelques beaux matchs et ils ont des bases déjà pour construire sur l'avenir. Et Piccheroni qui fait encore venir des jeunes pour la saison prochaine. Et cette section peut continuer à grimper petit à petit avec ces joueurs-là. Et Pau qui ira à Lyon la semaine prochaine. Donc Lyon en difficulté, tu peux faire un coup à l'extérieur, ça peut vraiment... Ils sont qu'à 2 points du top 6. Ah oui, ils sont vraiment pas loin, ils sont à la course vraiment au top 6. Après Lyon, il va falloir qu'ils gagnent des matchs au moment. Parce que, ouais, tu vas à Lyon... Il y a beaucoup d'équipes dans... Parce que Montpellier aussi, il va falloir qu'ils gagnent des matchs. Lyon il gagne pas un match extérieur, mais à domicile, c'est quand même costaud, donc c'est pas facile à gagner. Mais après, tu reçois Oyo, tu vois, bon, après, ils ont un déplacement à La Rochelle. Non, mais ils ont un bon calendrier. Hein. Ouais. Ah non, c'est après que ça se gâte. Ouais, aller à La Rochelle, aller au Racing, Racing, aller à Auxerre, parce que ce sera Auxerre le match. Et après, tu reçois Perpignan. Donc ça va, mais bon, oui, La Rochelle Racing. Bon, ça dépend un peu du dynamique. Si pour rien à jouer dernière journée, Perpignan joue le top 6, je miserais sur une victoire catalane. Oui, mais si les deux, ça peut être un match. Surtout que ça sera ouvert. Là, on peut se régaler. Là, c'est popcorn dans le stadium. Mais si on va passer au MVP, la grande mêlée, avant de clôturer cette émission. MVP qui a joué dimanche soir. Damien Penaud, on en parle tout de suite. Damien Penaud, un petit triplé contre son ancien club qui nous a encore montré, alors on a déjà parlé de Bordeaux, Penaud un peu, mais contre la grande mêlée, ça a fait, voilà, vous le voyez, 3 essais, 6 défenseurs battus, 14 courses, 204 mètres parcourus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit. Vous étiez au courant? Je sais pas, voilà. Mais non, mais Damien Penaud, MVP, 89 points même. Il a pris 6 points depuis. Il a pris 6 points après le match. Alors attends, il a gagné quoi? Il a encore battu des défenseurs dans le couloir en rentrant au vestiaire. C'est le couloir. C'est ça. Le couloir de Chaman est très long. Le couloir de Chaman est très long. Et il l'a fait en 10 secondes. Il a 7 défenseurs battus. Il est passé à 7 défenseurs battus. Ils ont mis à jour les stats. Il est passé entre Jono et Bello, hop, 2 défenseurs battus. C'est pas grave. Non, mais Damien Penaud, qui est, voilà, on le disait, le meilleur finisseur du monde. Ou, bon, après, le meilleur ailier, peut-être, sûrement même. Mais en termes de finition ou en termes d'opportunisme,
il y a rien de mieux, quoi. Ah oui, bah là on l'a vu. Théo parlait tout à l'heure de son essai qui marque, c'est le deuxième. Coup de pied de Jalibert, il n'y a personne. Bah si, il y a Penaud. Penaud qui est là, toujours là. Et il n'a pas fait que ça se sort aussi. J'ai un souvenir, sa belle sautée pour Tamboué aussi. Oui. Il a été aussi. Parce que voilà, l'avantage de Penaud aussi, surtout pour la grande mêlée, c'est qu'il vient quand même souvent au corps du jeu, se proposer, battre du défenseur. Et ça, ça fait des points. Hein. Non, et puis c'est cool aussi parce que c'est vrai qu'on était un peu déçus de lui, on le trouvait pas flamboyant comme il avait pu l'être, je trouve. Il a fait des très bons débuts avec Bordeaux où il plante essai sur essai, on se dit adaptation express, etc., etc. Il fait pas un tournoi incroyable, il fait pas partie des joueurs qui portent l'équipe de France comme il l'a fait auparavant. Et donc là, on retrouve, oui, le vrai Penaud opportuniste qui tente des choses. Parfois ça réussit pas. En l'occurrence, cette passe de 20 mètres. Il fallait la faire et il l'a tenté, ça réussit. Et donc on retrouve Damien Penaud comme il nous l'a habitué. Et puis je pense que il va être c'est un peu c'est une phrase facile, mais il va être hyper important pour Bordeaux pour la fin de saison. C'est évident, mais je veux dire, c'est un facteur X archi important et c'est trop bien qu'il soit de retour à ce niveau-là. On disait ça top 14. Ce que tu dis, t'as raison, c'est bateau, mais au final, contre les Harlequins, il est pas là. Ouais, c'est ça. Oui. Ils ont perdu. C'est pas pour les Bordelais. Si vous. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est clair. Il n'aurait peut-être pas tout changé, mais oui, c'est sûr. Bordeaux n'a pas la marge que peuvent avoir d'autres équipes et qui peuvent gagner des matchs sans forcément un grand Damien Penaud. Je veux dire, Bordeaux a besoin véritablement de ce joueur-là. C'est pour ça qu'ils sont allés le chercher à Clermont parce que c'était une pièce qui manquait à leur effectif. Et donc, il va falloir qu'il soit très bon dans les grands matchs. Et qui vont arriver, en tout cas on espère, parce que Bordeaux n'a plus que le top 14 à jouer, donc on espère qu'ils joueront des grands matchs dans les prochaines semaines. Les Bordelais sont bien partis quand même. Oui, ils sont 5e. Ils ont un déplacement important à Bayonne quand même. Parce que Bayonne, après la gifle à Noeta, le match contre le Stade Français ce week-end. C'est à Jean Daugé du coup. Ouais. C'est cuit. Prochaine journée. Prochaine journée, Bayonne. Ah oui. C'est défaite. C'est un genre de G, c'est défaite, c'est procédure habituelle. On le disait, Bayonne, encore une équipe qui va devoir se mettre à gagner des matchs à un moment parce que. Il va falloir qu'il commence à gagner, Bayonne. Il y a 14 équipes qui vont devoir commencer à gagner. Prochaine journée, t'as. Non, Oyo, c'est un peu tard. Prochaine journée, t'as quand même un Toulouse Racing qui est costaud. Parce que tu vois, le Racing est revenu à 4 points de Toulouse quand même. N'empêche. On va se faire ouvrir. Ernest Vallon, 15h, soleil. Ah là, les calculs ne sont pas bons là. Il y a surtout quelques joueurs que je pense vont rechausser les crampons. Ah, il a pas pris 2 semaines de vacances, François Cros? Non, ni Antoine Dupont, je pense pas, ni Emmanuel Meafou qui était sur le banc, ni non. Ah bon? Ni Romain Tamac, je pense. Bon. Non. Après, oui, il y a La Rochelle-Toulon aussi. Rochelle-Toulon, dimanche soir, ça va taper. Parce que tu sais, ça devait être. On a une belle journée qui nous attend là. Là, mais même ça va être une journée LGM très importante. Même Montpellier-Perpignan. Montpellier-Perpignan, ça va valoir le coup parce que LGM, ça va être difficile. Ça va être très dur cette journée. Parce que Clermont-Stade Français, vas-y. Montpellier-Perpignan, vas-y. Bayonne-Bordeaux. Tout sur Toulouse. Sur Toulouse. Et même La Rochelle-Toulon. Attention, parce que Toulon, ils ont plus rien à jouer aussi. Ils ont que le top. Enfin, plus rien, je dis plus rien, mais parce que vous aurez compris, parce qu'ils ont que, entre guillemets, le top 14. Oui. Toulon, ils vont envoyer la grosse équipe, je pense, à La Rochelle. Oui, parce qu'après ils ont tous une semaine de pause ensuite, donc donc là c'est fini les gros turnovers à l'extérieur. Et puis La Rochelle, il va falloir qu'ils commencent à gagner aussi. Oui. Et puis Penaud, il a fait 204 mètres aussi. Donc c'est chaud. Hein. T'as quand même vu à Perpignan cet essai? Cet marqueur différent. C'est marqueur différent, c'est important. Bon, merci messieurs pour cette émission, merci Achraf en régie. Du coup, les prochains événements. Paul aussi, bien sûr, et Pablo à la rédac, mais je pense qu'il doit être parti à cette heure-ci. Mais prochain rendez-vous au Kick-Off Rugby, le vendredi matin. Bien sûr. Podcast et vidéo, surtout les podcasts. Écoutez les podcasts. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, voiture, Spotify, on envoie tout. Podcast, et partagez à vos amis, écoutez-les 3 fois. Et puis si vous le regardez, n'hésitez pas à l'écouter également à fond. Il n'y a aucun souci. À l'écouter en fond. Après, live la grande mêlée, bien sûr, le samedi matin. Celui-là va être important. Et 3e mi-temps. Va être important, live la grande mêlée. C'est toi qui le fais. C'est Théophile qui le fait, accroche les. Non, je pense pas, ce sera pas moi. Je suis pas là samedi prochain. Non, mais non, c'est pas moi non plus, je suis à Montpellier. C'est pas moi non plus. Non, c'est pas moi non plus. C'est Tristan ou Polo, non?
Ah, ça va tomber. Bon, Il va falloir que le mec le fasse, hein. au petit bonheur la chance, bon courage à Dis tous. pas de suite que ça va être Paul ou Tristan, ils vont pas venir les gens. Laisse-les le découvrir quand ils allument leur ordi. On Parce que va sinon, ils viennent pas. mettre le visu Franco quoi qu'il arrive sur les réseaux, puis ensuite les gens découvriront que Franco a un peu moins de cheveux et qu'en fait c'est Tristan. Ou un peu plus de barbe. Bon, ça dépend. Bon, merci à tous. Il y a Merci toujours dans les le chat. Catalans qui se donnent rendez-vous pour la billetterie là. Ouais, les Catalans, oui. Après, les Catalans, je crois qu'ils sont partis, on va parler de leur équipe, ils s'en foutent. Tu sais, les Catalans, ils sont très conservateurs. Ça écoute ce que ça dit sur l'USAP après. Quoi, il y a 6 autres matchs dans le top 14? Arrêtez, il n'y a qu'un stade, il n'y a qu'une équipe, il n'y a qu'un demi-mêlée, c'est un des cochards, arrêtez un peu là. Un championnat. Cochard, il a refusé le 7. Il a refusé le 7, lui. Si vous me parlez de Dupont. Un championnat Perpignan, Elne, Argelès, que des Catalans. Serré. Il va nous attendre à la sortie de la rédaction, là, on n'est pas pris. Bah, 200, là. C'est au Pays Basque. J'avais une équipe à citer. Nafarrois, il a dit. C'est catastrophique. Oh non. Une équipe à citer. Allez, on rend l'antenne. On rend l'antenne, messieurs. Oh, Nafarrois, c'est non, mais t'es catastrophique. En plus, je la voyais avec Bon. le drapeau et tout. je Non, suis mais on con. coupera ça, Ashraf, on coupera. Ah putain. Bon, merci à tous. À la prochaine. c'est catastrophique. Ciao, ciao.